Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de tour du monde littéraire. J'ai eu l'idée de vous sélectionner un coup de cœur et une déception plus ou moins grande, c'est selon, on va voir, par continent. C'est l'idée comme ça d'être un peu équitable et de faire vraiment survoler comme ça le globe par les livres. Si j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'ai un compte Insta, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et si vous voulez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous si ça vous plaît. Donc on va commencer et on commence tout de suite par l'Asie. C'est parti. Alors pour l'Asie, j'ai choisi, pour, mon coup de cœur, Femme pour moitié. Alors pour les noms, j'ai mis mes petites notes parce que j'ai pas retenu forcément, tous les noms, même des personnages, hein. L'auteur c'est Perumal Murugan et Femme pour moitié, c'est aux éditions, Gallimard. Je l'ai lu, c'est que c'est des livres que j'ai lus assez récemment dans l'année, on va dire, ou il y a 2 ans maximum. Femme pour moitié, ça raconte l'histoire, de Pona et Kali, qui est un jeune couple dans une Inde, plutôt rurale, plutôt reculée. C'est un jeune couple, donc ça va raconter, leur quotidien, donc c'est intéressant parce que l'Inde, c'est un pays que je connais très peu et le problème, l'enjeu du roman, c'est que ce couple n'arrive pas à avoir d'enfants et dans cette Inde extrêmement, traditionnelle, ça va être, vraiment vécu comme une sorte de malédiction. Ça va devenir le couple maudit que personne ne veut fréquenter, comme si c'était contagieux. Donc la pression, sociale va être de plus en plus forte. Ça me fait penser un peu à Terre des Oublis, qui est pareil, qui est vraiment une histoire de conformisme aussi. Que c'est une fi c'est j'en parle dans une des vidéos, de mon top 10. Je crois que c'est 2022, si vous voulez regarder. Là, c'est pareil, ça parle du conformisme et en fait, l'enjeu du roman, c'est est-ce que cette pression va fragiliser ce couple, va réussir à les désunir? Parce que c'est un couple uni. Ils sont vraiment attendrissants, c'est vraiment un couple mignon. Ils rigolent beaucoup, et puis on sent que ça les dérange pas plus que ça finalement de pas avoir d'enfants. C'est pas un drame, ils le vivent pas comme ça eux. Mais les autres vont faire en sorte qu'ils vont de plus en plus, mal le vivre. Donc ils vont essayer des moyens d'abord traditionnels, puis, plus spirituels, jusqu'à avoir des moyens vraiment loufoques, hein, avoir des idées vraiment bizarres des fois. Donc jusqu'où ça va aller? C'est ça la question et jusqu'où le conformisme peut, faire pression comme ça. C'est de ça dont il s'agit et autre info, petite parenthèse intéressante sur ce livre, c'est directement traduit du tamoul. Parce que déjà la littérature indienne, c'est une, littérature qui arrive assez peu chez nous, dans le monde occidental et souvent quand il arrive chez nous, c'est des écrivains indiens pardon, qui d'abord, vont écrire en anglais et ensuite ça va être traduit en français, en espagnol et là, c'est directement traduit du tamoul, donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là, qui est une des langues les plus parlées du pays, il me semble, hein. Donc voilà pour le coup de cœur, pour l'Asie. Pour ma déception, qui a été une sacrée déception en plus, hein, c'est La Bossue. Alors pour le nom, c'est Sao Ishikawa. Il est ici, c'est édition Globe et c'est un petit roman, hein, ça fait même pas 100 pages et il a eu le prix, alors le prix, je l'ai noté là parce que c'est un nom compliqué, je suis désolé. C'est le prix Akutagawa, qui est un prix vraiment prestigieux au Japon. C'est un des prix, les plus, convoités. C'est un peu l'équivalent du prix Goncourt en France, on me l'a présenté comme ça. Ce livre, il raconte l'histoire de alors le nom c'est Shaka, une quadragénaire, qui souffre d'une grave maladie musculaire, ouais c'est ça, congénitale, qui vraiment, fait qu'elle est pas du tout, indépendante, hein. Elle a tout le temps besoin de soins, donc on quitte quasiment pas sa structure et donc pour s'occuper, elle va commencer à écrire. Donc soit à publier sur Twitter ou à écrire sur un journal et c'est des écrits plutôt, portés sur le sexe, qui sont assez malsains, assez crus, donc c'est assez curieux. Peut-être que c'est pour elle une revanche, pour essayer de reprendre un contrôle, sur quelque chose et il va avoir un événement marquant, c'est l'arrivée de le nom c'est Tanaka, qui est un aide-soignant, un jeune aide-soignant, qui va découvrir que les publications Twitter de Shaka, il va découvrir que c'est elle. Lui, il a accès à ses publications et il va faire le lien. Donc c'est le début d'une relation vraiment, glauque, où il va avoir une sorte de chantage comme ça et une relation, non seulement glauque, mais en plus qui va être renforcée par, le désir soudain de cette, jeune femme à vouloir absolument tomber enceinte.
pour ensuite avorter parce qu'elle peut pas avoir d'enfant en plus. Donc elle peut tomber enceinte, mais elle peut pas accoucher. Donc ce sera forcément un avortement. Et on sait pas trop pourquoi elle veut faire ça. C'est peut-être une question de reprendre une sorte de domination. J'ai pas trop compris son souhait. Et c'est assez malaisant cette histoire de absolument vouloir tomber enceinte. Elle le fait d'une manière vraiment. C'est franchement, il m'a mis mal à l'aise ce roman. Et il y a des romans des fois où l'auteur surfe sur le malaise comme ça et c'est réussi. Notamment dans un roman où que je vais parler plus tard. Mais là, c'est juste malaisant. Donc j'ai pas accroché, l'écriture en plus, ça m'a pas transporté, donc ça a quand même été une grosse déception. J'avais une sacrée attente et ça a été une déception. Donc voilà pour l'Asie et on enchaîne tout de suite avec l'Océanie. C'est parti. Pour l'Océanie. Pour l'Océanie, pour le coup de cœur, j'ai choisi La Gifle de Christos Tsiolkas, qui a des origines grecques. Alors La Gifle, c'est un livre qui laisse pas indifférent, qui fait un peu polémique, dans le sens où il y a des gens qui l'ont détesté. Pourquoi? Alors ça raconte l'histoire d'un il y a un immense barbecue, donc il y a plein d'invités, de la même famille, ils sont tous amis et il y a un adulte qui va gifler un enfant qui n'est pas le sien et c'est le début d'une succession de rencontres, extrêmement dérangeantes. Au fait, c'est que des personnages totalement immoraux. Il y a des alcooliques, il y a des drogués, il y en a qui frappent leurs femmes, il y en a qui mentent tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et ouais, oui, il y en a, ils sont tous quasiment racistes. Enfin, c'est vraiment, ils sont imbuffables. Mais c'est très intéressant parce que ça explique vraiment un contexte social et ça explique aussi, comment on arrive à accrocher un roman où les personnages sont haïssables et c'est une succession comme ça, de gens malheureux, au fait. C'est juste des gens malheureux à mourir. Et donc on va voir jusqu'où va aller, cet incident, quelles conséquences il va avoir, ça va prendre des conséquences absolument colossales. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'on s'habitue nous-mêmes, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est on plonge dans le quotidien de ces gens-là, de ces couples, de ces hommes, de ces femmes, même les enfants sont détestables, hein, la plupart. Et on va s'habituer à un certain niveau, de violence, d'alcoolisme, de tout ça. Parce qu'il se passe des choses tellement, hard qu'on se rend compte qu'au quotidien, nous-mêmes en tant que lecteurs, on va être blasés de certaines choses et des fois, on fait des retours et on se dit: «Mais attends, mais non, attends, je c'est pas normal là ce qui s'est passé». Mais bon, c'est la millième fois où ça se passe, donc on fait plus attention et c'est ça qui est très intéressant, c'est faire un peu l'expérience sociale d'intégrer un monde comme ça très violent, très raciste, très où il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool et voir sur notre propre psychisme qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est là où c'est fort et où c'est vraiment, bah, c'est une gifle, d'où le titre du roman en fait. Le lecteur se prend la gifle, hein, littéralement. Donc moi j'ai adoré, mais je peux comprendre que ça plaise pas. C'est un assez gros roman. Il fait, que je dise pas de bêtises, il fait presque 600 pages, hein. Mais moi j'ai trouvé ça énorme. Donc voilà, mais c'est pas pour tout le monde, je pense. Voilà. C'est les éditions, bah, là je l'ai en, édition, 10-18. Je sais pas c'était en grand format, c'était quelle édition? Ensuite, pour ma déception, alors une déception qui est relative, mais c'est quand même une déception, je vais vous expliquer pourquoi. Je les ai là. C'est la saga, Shogun. Là, il y a le tome 1 et les couvertures sont magnifiques. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu une série que j'ai pas regardée, d'abord dans les années 80, puis une nouvelle en 2024, si je dis pas de bêtises. Et ils ont fait la couverture des séries. En général, je trouve ça plutôt pas réussi sur les livres, mais là, j'ai adoré le choix de la couleur, je trouve ça magnifique. C'est les éditions. Quelle édition c'est? Épopée Calidor. Ok. Donc, l'auteur, c'est James Clavell et il est australien, américain, anglais. Mais bon, bah, du coup, ça compte, hein. Et puis en plus, il est né en Australie, donc je l'ai pris pour l'Océanie. Alors, ça raconte l'histoire, c'est immense, hein, c'est presque 1500 pages les deux. Ça raconte l'histoire de Blackthorn, qui est un navigateur anglais qui est aux commandes d'un navire qui s'appelle l'Erasmus, qui est un navire néerlandais. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux à son navire. Il va aller au Japon et il va se faire capturer. Donc ça commence comme ça, donc avec son équipage, hein.
Et petit à petit, les Japonais vont se rendre compte que ça peut être utile d'avoir un navigateur, barbare, ils l'appellent comme ça, parce que, bah, ça va les renseigner sur ce qui se passe de l'autre côté, ailleurs au fait. Donc, notamment, le commerce, mais aussi les stratégies militaires qu'ont les Anglais, les Néerlandais, les Français, tout ça. Donc ils vont pas le tuer, ils vont le garder et petit à petit, il va prendre de l'importance, il va monter en grade, jusqu'à devenir, samouraï. Ce qui est complètement fou parce que c'est un barbare. Donc ça raconte ça, c'est l'histoire de Blackthorn qui va être, au fait, mis au service de Toranaga qui est en guerre, enfin en conflit avec, Ishido je crois il s'appelle, ouais c'est ça. Il y a une sorte de conflit parce que le shogun, donc qui est le chef ultime du Japon et c'est au fait, c'est dans une situation, politique bancale. Et il y a 2 clans comme ça qui s'affrontent un peu pour avoir le contrôle, pour avoir le pouvoir. Et Blackthorn, il va être, dans un des clans. Et il va devoir une place de plus en plus importante. Il y a aussi une histoire parallèle avec, une femme, japonaise qui s'appelle, Mariko, qui elle, s'est convertie au christianisme et qui parle la langue de Blackthorn. Donc ça va être, très, très longtemps, la traductrice, l'intermédiaire. Donc va avoir une histoire d'amour entre eux. On le voit assez vite arriver, hein, donc je vous spoil pas, hein, c'est tout le long. Donc ça raconte plein de choses, hein, donc je vais vite parce que c'est 1 700 pages, 1 600 pages, je sais plus. Donc c'est énorme, hein, ça parle de plein de choses, du contexte historique bien entendu. La langue est bien, les personnages, il y en a beaucoup, 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 donc faites attention de ne pas vous perdre. Le tome 1, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de stratégies, militaires, mais ça nous dérange pas parce qu'on comprend plein de choses, ça nous explique plein de choses sur l'époque, donc vraiment c'est pas ennuyeux. Moi en tout cas non. Le tome 2 est encore plus gros. Là, par contre, il y a des longueurs. C'est la stratégie, militaire, au bout d'un moment, on en a marre. On a envie qu'il y ait la bataille, quoi. Parce qu'il va y avoir une sorte de bataille, finale, qui est annoncée, quoi. Ishido et Toranaga sont en guerre, donc il va bien avoir un affrontement, final. Et là, je vous mets une spoiler alerte. Si vous voulez lire Shogun que vous l'avez pas lu, attention, je vais parler de la fin. Je le fais jamais, mais il faut que je parle de la fin. Donc je mets le petit panneau, spoiler alerte. Je l'enlève, vous pouvez, réécouter quand je l'ai enlevé si vous voulez lire, Shogun. Parce que la fin est la fin la plus frustrante de tous les temps. On nous parle d'une guerre finale depuis le début, depuis l'arrivée de Blackthorn sur l'île. On sait que Ishido et Toranaga, donc ces 2 clans-là, vont, devoir s'affronter à un moment. Donc il y a énormément de stratégies de militaires mises en place pour ça. Donc on attend ça pendant 1 700 pages et au fait la guerre, elle a pas lieu. Enfin, elle a lieu, mais elle est pas décrite. Donc on arrive à cette guerre finale, sur 1 700 pages, c'est très, très long, le suspense, ça prend une ampleur énorme et ça se finit, «Ah, il y a la guerre, ça y est, c'est parti», boum, fini. On vous décrit pas, comment, il y a pas de scène de bataille, pas de la bataille finale en tout cas. C'est quoi ce scandale? On attend depuis 1 700 pages la bataille finale et elle est pas décrite. Il y a un misérable épilogue qui dure, 3-4 pages où on nous dit juste le résultat, vaguement en plus, de la bataille et on nous décrit pas la bataille. Donc on est là depuis 1 700 pages pour ça et c'est pas décrit. C'est un scandale. J'ai trouvé ça scandaleux. Donc rien que pour ça, ça nous laisse sur une déception, mais énorme. Même si les livres, entre guillemets, sont plutôt, dans l'ensemble, réussis, rien que pour la fin, enfin, c'est un scandale. Je sais pas s'ils ont fait pareil pour la série. J'ai pas regardé la série. Est-ce qu'ils parlent pas de la bataille finale? Ça serait encore plus scandaleux parce qu'en plus, c'est visuel, donc voilà. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Donc 1 700 pages pour au final dire, bah, la bataille, voilà, elle a eu lieu, mais je vous la décris pas, il y a rien à voir, circulez. Super. Donc j'ai pas compris le choix. Bref, je vais passer à autre chose, mais c'est au bout de 1 700 pages, je peux vous dire que c'est frustrant, frustrant, frustrant. Ensuite, on va passer à l'Afrique. C'est parti. Alors, pour l'Afrique, j'ai choisi, pour mon coup de cœur, j'ai choisi «L'auberge des pauvres» de Tahar Ben Jelloun, pardon, qui est un roman, je l'ai pas, je vais vous l'afficher. Vraiment atypique. Ça raconte l'histoire alors le nom, est-ce qu'on a le nom? Non. Un universitaire et écrivain marocain qui a dans l'idée de reprendre l'Ulysse de Joyce et d'en faire une version, marocaine. Donc c'est assez curieux.
mais il va finalement s'arrêter à Naples. J'ai assez aimé ce changement de direction. En fait, Naples, c'est censé être une étape et au fait, il y reste. Et au fait, il part sur quelque chose de complètement différent. Il commence à écrire sur Naples. C'est assez curieux. Et il va fréquenter, bon voilà, ça raconte un petit peu sa vie, tout ça. Et il va fréquenter, est-ce qu'il y a un nom à ces non, c'est vraiment il le surnomme l'auberge des pauvres. Bon voilà. Donc une auberge qui est peuplée de personnages bizarroïdes, notamment une femme qui a une personnalité qui est vraiment le personnage, phare du roman. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment raconté comme un conte. C'est une voix, c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire, comme un peu avant de s'endormir, comme faisaient nos parents. Et même si c'est une histoire réelle, hein, enfin qui se veut réaliste. Et c'est une écriture vraiment belle, où j'ai vraiment accroché. Les personnages sont touchants, même s'ils sont tous à moitié un peu cinglés. Ça frôle tout le temps la folie, si vous voulez, sans jamais, complètement, devenir, insuivable. Mais, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Je vous en dis pas plus parce que c'est une histoire, c'est assez court et c'est une histoire qu'il faut vraiment découvrir. Mais, voilà, on nous emmène, moi ça m'a pris en tout cas. Donc voilà pour mon coup de cœur, pour le continent africain. Pour ma déception, ça s'appelle «L'aventure ambiguë». De le nom, c'est Cheikh Hamidou Kaïn, qui est au fait une espèce de récit philosophique, heu, sur plein de choses. Alors ça parle de la mort, ça parle de l'islam, ça parle de l'amour, ça parle des femmes, donc ça parle de beaucoup de choses. Et en fait, c'est confus. C'est confus parce que l'histoire, il y a pas de lien entre les différents sujets. Donc on se perd et on comprend pas trop, en fait, dans ce cas-là, fais un essai. Tu fais un essai, pensée philosophique et puis, voilà, il y a pas d'histoire, il y a pas de roman et puis tu fais un essai. Mais c'est pas un essai, c'est censé être un roman, donc on suit un personnage et au fait, c'est juste un personnage qui dit son avis sur tout et puis voilà quoi et puis il nous embarque pas. Au fait, j'ai l'impression que l'auteur fait pas l'effort de nous rendre ça accessible. Lui, il a des pensées plutôt, complexes, plutôt élaborées et bah, il considère qu'on est déjà dans sa tête. Donc il explique en fait, il nous embarque pas avec lui. C'est assez égocentré, au fait, j'ai trouvé. Donc non, j'ai été déçu. Pareil, c'était un livre dont on m'avait beaucoup parlé et moi, ça m'a pas pris. J'ai pas compris grand-chose, au fait, au final. Tout simplement, j'ai juste pas compris la plupart des choses. Pas dans le sens où c'est, trop technique ou trop, la pensée philosophique est trop haute, mais dans le sens, comme il y a pas de lien, bah, en fait, on se perd un peu et on comprend pas trop le fil conducteur du roman. Il y a pas de fil conducteur, en fait. Donc voilà, ça m'a pas accroché. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi si vous l'avez lu. Moi, ça a pas pris. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé, mais moi non. Donc voilà. Après, on va changer de continent. On va commencer par, enfin, il y a les 2 Amériques, donc par l'Amérique du Sud. C'est parti pour l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, j'ai choisi, ce qui n'a pas de nom, de Piedad Bonet, qui raconte, l'histoire c'est une Bonnette, donc l'autrice qui raconte sa propre histoire, l'histoire de son fils schizophrène, qui s'est suicidé. Donc un thème extrêmement dur, bien évidemment, parce qu'en plus c'est autobiographique. Mais c'est très intéressant comme roman parce que ça nous explique déjà ce qu'est la schizophrénie, une maladie on en parle beaucoup, mais on ne la connaît pas vraiment. Et ça nous explique aussi, bah, la prise en charge, cette mère pour son enfant, elle va essayer de se battre pour le placer, mais il y a pas de place. Ça parle beaucoup aussi de ça, de moyens, des problèmes de moyens qui sont colossaux, hein. Vraiment, elle fait 1000 demandes pour qu'il soit placé, elle fait 1000 signalements. Des fois, quand il va pas bien, elle le dit. Il y a pas souvent de suite. C'est une femme qui est un peu laissée à l'abandon quand même. Et elle explique ça et c'est extrêmement touchant. L'écriture, elle est belle, elle est pudique. Moi, en fait, j'en parle aussi dans un livre qui s'appelle «Je ne veux pas» de Eva Gard. J'en parle dans la vidéo que j'ai fait pour, les mémoires d'Adrien. Et moi, j'aime au fait, les romans qui vont réussir à me procurer de l'émotion, c'est les romans qui sont pas larmoyants. Et encore une fois, elle aura 1000 raisons de se plaindre, mais c'est pas elle se plaint pas beaucoup. Elle explique et du coup, ça il y a beaucoup de pudeur et moi, c'est la pudeur, au fait, qui me donne de l'émotion. C'est quand les choses, elles sont dites, mais de façon subtile et elles nous laissent un peu faire le travail. Donc enfin, elle nous laisse avoir notre propre émotion et c'est du coup, bah, qui est la tristesse, mais notre tristesse à nous.
Donc moi ça m'a vraiment ému ce roman, c'était vraiment, bien. Bon, bah, du coup, c'était une histoire assez terrible, mais c'est assez informatif, ça nous explique beaucoup de choses sur la maladie. Donc là, la schizophrénie. Ensuite pour la déception, j'ai choisi, je l'ai là. C'est le chanteur de tango. Le nom c'est, Thomas Eloy Martinez. C'est aux éditions Folio. Oh j'ai pas dit les autres maisons d'édition pour les autres d'ailleurs, et je vous les marquerai, hein. Et au fait, on va suivre, alors le nom c'est, Bruno Cadogan, qui est un Américain qui va aller à Buenos Aires. Et moi en fait, pour la petite anecdote, je venais d'aller à Buenos Aires. Je rentrais de Buenos Aires quand je suis tombé sur ce roman. Donc j'ai fait: «Bah, c'est marrant, c'est une façon d'y rester un peu». J'ai voulu voir si j'allais reconnaître des rues, tout ça, pas du tout. Et donc il va se rendre à Buenos Aires, ce jeune homme, parce qu'il veut absolument entendre, un chanteur de tango très réputé, mais qui enregistre pas de disque. Donc on est obligé de le voir en vrai. Donc ça lui rajoute un côté un peu mythique comme ça. Son nom, c'est Julio Martel. C'est un vrai chanteur de tango, si je dis pas de bêtises, hein. Et donc il va être à la recherche dans les rues de Buenos Aires pour essayer d'assister à un de ses spectacles. Il est très demandé, il se représente très peu, donc vraiment c'est compliqué de rencontrer ce chanteur de tango. Et au fait, bah, c'est juste, il vagabonde un peu dans les rues de Buenos Aires. De temps en temps, il arrive à avoir quelques infos, mais sinon, il se passe pas grand-chose. Donc, en fait, on s'ennuie pas mal. Et des fois, on peut ne pas s'ennuyer dans un roman où il se passe pas grand-chose. Mais là, notamment, ça me fait penser à un roman qui s'appelle Les Jardins de Torcello de Claudie Gallet, où c'est pareil, c'est une fille qui est guide touristique à Venise. Donc, on déambule comme ça dans les rues, mais c'est pas du tout ennuyeux là pour le coup. Et là, là, si. Donc, je pense que l'écriture nous tient pas en haleine. Donc ouais, ça a été quand même une assez grosse déception ce roman. Il se passe pas grand-chose. Donc je l'ai fini, mais vraiment c'était un peu dans la douleur. Ensuite, on va passer, à l'Amérique du Nord alors là, avec un roman absolument merveilleux. C'est, Captive de Margaret Atwood, qui est le premier roman que je lis, d'elle. C'est une autrice très connue, hein. Et alors c'est assez épais, hein, c'est même, largement épais. Ouais, plus de 600 pages. Ça se passe en 1859. On va suivre, comment elle s'appelle? Grace Marks, qui est une femme qui a été condamnée pour double meurtre. Et il y a un docteur, un psychiatre qui s'appelle Simon Jordan qui va, l'interroger et qui va essayer de voir si elle est vraiment coupable. Lui, il a un doute. Donc Gracie Marks va se confier, à contre-cœur, hein. Il y a plein de choses qui en fait, c'est ça qui est génial, ce personnage de Grace Marks est un personnage, on ne sait jamais si elle nous dit la vérité ou pas. Est-ce qu'elle est folle ou pas? Est-ce qu'elle a vraiment tué ou pas? On ne sait pas. Donc elle va nous raconter toute son histoire. Et donc elle a été, servante, pour un couple, plus riche, hein. Donc ça nous explique son quotidien. Pareil, on rentre bien dans le quotidien de cette femme parce qu'il y a une répétition des tâches qu'elle fait, de son travail qui est pas très ennuyeux parce qu'au fait ça nous aide vraiment à intégrer une routine et à comprendre, ce que vit cette femme. Il y a notamment un événement marquant, c'est qu'il va y avoir une autre servante qui va être, recrutée, qui est plus âgée qu'elle et ça va devenir un sorte de modèle pour cette femme. Et d'ailleurs, ça va donner lieu à une des scènes les plus marquantes de ma vie de lecteur. Je vous la dis pas parce qu'il faut pas le révéler, mais il y a une scène qui est à couper le souffle. Donc ça va raconter ça, son quotidien et donc on va se demander, est-ce qu'elle a vraiment tué, ces gens, en fait? Ces gens d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les gens qui l'emploient. Elle est accusée d'avoir tué les gens qui l'employaient, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, la langue est magnifique, c'est spectaculairement bien écrit. Donc Margaret Atwood, il faut absolument que je lise un autre livre de cette, autrice. Absolument. Ensuite pour la déception, enfin qui est une déception relative, hein, comme Shogun, il y a quand même eu des belles choses, mais vous allez voir. Ça s'appelle, La Route de Cormac McCarthy, qui est, un roman ultra connu. Il y a eu un film. Moi, j'avais d'abord vu le film. C'est rare, en général, je fais le contraire, je lis le bouquin et après je regarde le film. Et là, c'est l'inverse. Il y a aussi une BD et qui est bien la BD, j'ai bien aimé la BD.
Et alors la route, bon, ça raconte l'histoire, donc dans un monde, apocalyptique, hein. C'est, donc on les voit là, c'est son le père et son fils, le livre commence, ils sont en train de tirer un caddie. C'est, son père et son fils qui tirent un caddie et ça commence comme ça et au fait, ça va être, tout le trajet qu'ils vont faire pour essayer de survivre. Donc c'est un monde extrêmement désolé, il y a beaucoup de cendres. J'ai beaucoup aimé ça par contre, cette ambiance, de cendres, de manque de visibilité, on voit pas très bien loin. Donc forcément, ils vont rencontrer des gens, pas forcément recommandables parce que, bah, c'est la survie, hein, donc c'est la loi de la jungle. Il y a des sortes de d'humains aussi qui sont dans un état vraiment végétatif, bizarre. On a presque l'impression que c'est des sortes de monstres parfois et on sait pas trop s'ils se nourrissent de survivants. Il y a des histoires de cannibalisme qui sont très inquiétantes comme ça. Donc ils restent beaucoup seuls, hein. Ils se méfient de tout le monde. Donc un monde, post-apocalyptique, hein, tout simplement. Donc ça raconte leur survie, tout ça. Donc il y a une relation qui est vraiment attendrissante envers ce père et ce fils. Donc le père, il est parfois dur avec le fils, mais voilà, c'est la survie. C'est touchant, ils sont assez taiseux en plus, donc c'est beaucoup de non-dits. Mais le problème, il y a un problème, qui est capital dans ce roman, c'est que j'ai trouvé ça assez mal écrit. Je suis désolé. Il y a des moments, c'est des phrases qui sont interminables avec beaucoup de «et». Je crois que je vais peut-être vous lire des passages. J'avais des passages qui étaient mais vraiment interminables. C'est des phrases, qui ne se finissent jamais. Par exemple, vraiment je tombe dessus, hein. D'anciennes histoires de courage et de justice dont il se souvenait jusqu'à ce que le petit s'endorme dans ses couvertures, puis il attisa le feu et s'étendit au chaud, repu, et écouta le grondement sourd de la cascade derrière eux dans ce bois sombre et nu. C'est interminable, il y a 15 000 et en fait, c'est ça tout le long. Et bah, ceci et cela et mais fais des phrases plus courtes. Des phrases qui pourraient être beaucoup plus efficaces. Donc j'ai pas adhéré du tout à l'écriture et j'ai vu que j'étais pas le seul. Je l'ai mis en lecture et je regardais un petit peu les commentaires sur le livre et il y a plein de gens qui m'ont expliqué qu'en effet, ils trouvaient ça pas forcément mal écrit, mais pas loin. Ça me rappelle un autre livre qui s'appelle La Vague de Todd, c'est quoi son prénom? La Vague de Todd, il étudie à l'école en plus, c'est ça qui est assez c'est complètement fou, je trouve ça complètement fou. C'est une énigme pour moi ce livre, hein. C'est La Vague de Todd Strasser. Qui est, je l'ai pas étudié à l'école, je crois, mais je l'ai lu et il étudie à l'école, mais c'est tellement mal écrit ce livre, je comprends pas le succès de ce livre. C'est une énigme totale. Donc voilà, des fois, il y a des livres comme ça qui sont des très gros succès, donc là, l'ambiance, elle est tellement bien et elle est tellement, prenante, l'histoire est prenante aussi, hein, la relation entre le père et le fils est réussie aussi, c'est quand même l'histoire est énorme, donc ça marche quand même, mais l'écriture est vraiment en dessous, quoi. Donc j'ai pas compris. Voilà pour, l'Amérique du Nord. On va revenir chez nous, du coup, on va revenir en Europe. C'est parti. Alors, pour l'Europe, j'ai choisi en coup de cœur, je l'ai pas, Les choses que nous avons vues de Anna Bervots. Je prononce peut-être mal, hein, c'est une néerlandaise. C'est un sujet extrêmement intéressant. On va suivre l'histoire de les noms là, ça va être compliqué, c'est Kaleg, qui est une, jeune, modératrice de contenu. C'est des gens qui vont être payés pour nettoyer un peu le web. Ils vont regarder des vidéos toute la journée comme ça va défiler et ils vont décider si ça doit être enlevé d'internet ou pas. C'est un vrai métier, hein. C'est un métier de l'ombre, mais qui est incroyablement intéressant parce que ça pose plein de questions. Pourquoi, on enlève une vidéo ou pourquoi on l'enlève pas? Qu'est-ce qui est immoral? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et du coup, c'est des humains, enfin des hommes et des femmes qui regardent des vidéos atroces à longueur de journée parce que c'est souvent des vidéos qui ont été signalées et en gros, ils décident si ça doit être enlevé ou pas. Donc il y a des vidéos, je vous raconte même pas, il y a l'autrice fait une énumération très froide des vidéos et c'est une froideur qui est voulue et qui est très impactante parce qu'on se rend compte que c'est des gens qui sont obligés de se désensibiliser parce que sinon ils deviennent cinglés. Il y a de quoi devenir cinglé. Toute la journée, vous regardez des vidéos qui ont été signalées. Donc des vidéos de viol, des vidéos, enfin, je j'ai même pas envie de vous les citer parce qu'il y a des choses horribles, mais c'est atroce. Mais c'est très intéressant à ce niveau-là parce que c'est un vrai métier de vraies personnes.
derrière les vidéos, il y a des personnes qui contrôlent tout, qui vont regarder ça. Donc c'est vraiment, un monde inconnu qu'on apprend à qu'on découvre comme ça, un peu avec, un peu pétrifié. L'écriture est très bien aussi, hein. Il y a aussi un événement, il y a une nouvelle employée qui va arriver, donc qui s'appelle c'est des noms Sigrid. Donc Caleg, il y a elle va être un peu mise en concurrence avec cette Sigrid, qui est une jeune femme, séduisante, tout ça, qui a beaucoup de succès auprès de ses collègues. C'est marrant parce que du coup, avec ce côté, réalité virtuelle, ils passent leur vie dans le virtuel et puis il y a ce côté très, très terre à terre, un peu, presque gamin de, elle est jalouse, sa collègue, tout ça. Ça fait une sorte de petite pause comme ça. Il y a besoin de pause, hein, parce que vraiment sinon on devient nous-mêmes, on devient fou. Donc un livre extrêmement intéressant, un sujet passionnant, mais parfois assez difficile, hein. Donc voilà pour mon coup de cœur, en Europe et ensuite pour la déception, c'est la je l'ai aussi. La couverture est belle par contre, c'est déjà ça. La maison idéale de Kate Collins, aux éditions Les Escales. Belle couverture, hein. Donc c'est un roman, d'horreur, hein, horrifique. Moi j'en lis de temps en temps, c'est une littérature que j'aime bien et alors ça se passe dans une maison, «hantée» entre guillemets. C'est l'histoire qui se passe sur une double temporalité. J'ai juste mis les dates pour me souvenir. On suit une famille, notamment Olga, qui est une femme qui va souvent, rester seule, avec ses enfants dans cette maison. Elle a emménagé en 2017, sous c'est son mari qui a beaucoup insisté pour emménager là. Il adorait la maison. Donc elle a des enfants, elle reste assez seule, avec ses enfants parce que le mari part au travail et il se passe des choses bizarres dans la maison, enfin, voilà, bien évidemment et il y a aussi on suit aussi l'histoire d'une famille en 1976, notamment avec Lydia qui est une employée de maison qui travaille pour une veuve un peu dépassée par ses enfants, qui en plus, vit plutôt mal le deuil, tout ça. Donc on switch comme ça entre 1976 et 2017 et du coup, on va apprendre, on est en 2017, après on retourne dans le passé pour suivre, l'autre famille, pour suivre Lydia. Heureusement qu'il y a ça parce que du coup, ça rythme un petit peu le roman, parce que sinon, c'est l'ennui le plus total. En fait, l'intérêt d'un livre d'horreur, c'est de harceler un peu le lecteur, qu'il se passe beaucoup de choses. Parce que du coup, ça va le «fatiguer» entre guillemets, ça va l'éprouver et lui-même, il va se faire prendre, par les surprises, quand il se passe des choses inquiétantes dans la maison, bah, il va avoir plus peur s'il est tout le temps, sollicité. Et là, il se passe, je sais pas, il y a un objet qui bouge dans la maison, boum, pause de 50 pages. Pendant 50 pages, il se passe rien d'autre, de flippant. Donc bah, nous, on est reposés, enfin, on s'ennuie, au fait. Donc bah, c'est un livre horrifique qui m'a pas fait peur, donc bah, c'est forcément une déception, hein. Je vais avoir des frissons, hein, quand je lis un livre d'horreur, c'est l'intérêt, hein. Donc décevant, ça a été en plus, c'est assez épais, je crois. Ça fait combien de pages? Ouais, presque 400 pages. Franchement, c'était long. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Je crois qu'il y a des gens qui ont aimé, j'ai eu des retours assez certains positifs, donc bon, c'est peut-être moi, hein, je sais pas, peut-être que je suis trop exigeant, j'en sais rien. Pour info, petite parenthèse, mais bien sûr, c'est, totalement subjectif, hein, déception, coup de cœur, bah, je dis pas que le livre est mauvais, hein. Je dis que moi, j'ai pas accroché ou que l'écriture m'a pas saisi, enfin voilà. Voilà pour ce petit tour du monde, j'espère que ça vous a plu. Je ferai peut-être une vidéo sur, les BD pour la prochaine. J'ai plusieurs idées. Je pense que je vais faire ça. N'oubliez pas de vous abonner et puis, merci pour votre soutien, vous commencez à être de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. Vous voyez, j'ai investi, hein, dans un micro, attention et puis je vous dis à bientôt, avec grand plaisir, prenez soin de vous.